Bonsoir tout le monde, on attend quelques minutes pour démarrer le webinaire. Merci d'être avec nous ce soir. Pour info, il y a une section questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions et il y aura un moment d'échange à la fin pour répondre à toutes ces questions. On a attrapé froid à manifester sous la pluie. Vous êtes pas mal à trois comme ça. Ouais, vous êtes Oui, parce hyper qu'elle s'était mignonne. cachée. Je leur ai dit, vous n'êtes pas là clandestinement, en fait. Donc, venez avec moi. Vous êtes très mignonne. Tu vois, ça change du bureau toute seule, là. Non, mais je les ai croisés à la manifestation. J'ai décidé de les accueillir dans le siège qui leur appartient, car c'est la maison des adhérents, n'est-ce pas? Et je me suis dit que ce serait moins un moment de solitude, cette soirée où je dors au-dessus, là. La question, c'est est-ce que les plantes vertes derrière toi sont vraies ou elles sont fausses? Bon, c'est un héritage du studio Twitch de la campagne présidentielle. On a récupéré ce mètre carré de murs végétalisés qui consomment très peu d'eau en période de sécheresse. C'est pas mal. Comme ça, si la question devait être posée ce soir, il y a déjà eu la réponse. Et déjà, une première question, c'est quand est-ce qu'on renverse le patriarcat? Mais ce soir, c'était le but. Et c'est un homme qui la pose. Et il va pas être déçu. Merci, Michael. Alors, je vous propose de commencer. Marine, je t'en prie, introduis cette soirée. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir de se retrouver. C'était une belle journée du 8 mars, je pense. Il se passe toujours plein de choses. Alors, en plus, on est dans une séquence avec les retraites qui est quand même assez folklorique, disons-le. Et du coup, c'était un 8 mars qui forcément avait un sens un peu particulier. Et c'est vrai que quand je retrace tout ce qui s'est passé depuis ce matin, il s'est quand même passé beaucoup de choses. J'étais ce matin sur France Inter où les questions, c'était, mais du coup, cet hommage à Gisèle Halimi, est-ce que c'est un vrai hommage? Est-ce que c'est pas un peu bizarre que, comme par hasard, ça tombe aujourd'hui, comme pour faire diversion de tout ce qui se passe? Mais j'ai pu répondre à ces questions, mais aussi développer tous les mots d'ordre de nous toutes et parler à la fois de ce qui se passe dans le monde, de Boko Haram, des femmes afghanes, de l'Iran, bien sûr, et de ce que c'est aussi qu'être une femme en France, c'est-à-dire partout et tout le temps, être susceptible de vivre des violences physiques, certes, sexuelles, mais aussi administratives, gynécologiques, verbales, les réseaux sociaux qui sont devenus quand même un vrai lisier numérique, comme me le disait Monsieur Bito au Centre d'agriculture. Je trouve que c'était assez adapté. Et en fait, se rendre compte que y a des femmes qui sont vulnérables à tout cela et que quand on est une jeune fille dans ce pays, collégienne, lycéenne, on est exposé à ces violences tout le temps et on peut être inquiet pour tout le monde, mais moi, je suis spécifiquement inquiète pour les plus jeunes. J'étais ensuite aux côtés de femmes iraniennes qui sont à Paris et j'ai croisé du coup Marie-Charlotte puisqu'elle faisait une action devant l'Assemblée nationale, ces femmes, et donc j'étais avec elle pour dénoncer les gazages en Iran avec la complicité du régime. Et en fait, c'est des actions qu'elles font qui font peut-être pas grand bruit en France, mais qu'elles relayent à toute la communauté iranienne dans le monde pour montrer le soutien et qui sont aussi visibles pour ceux qui ont le satellite d'Iran et qui participent aussi un peu à montrer aux personnes là-bas qu'elles ne sont pas seules. Et donc, je remercie beaucoup Marie-Charlotte qui passait là, qui a pu se joindre à nous. Et puis, évidemment, cette belle manifestation, certes pluvieuse, mais je pense que quand on est écologiste, ce 8 mars, on était un peu content en vrai qu'il pleuve vu tous les sujets de sécheresse qui nous attendent. Et puis ce soir, un débat donc avec Julien Audoul du Rassemblement national qui nous a expliqué que l'IVG, oui, c'est pas mal, mais attention à l'excision, on n'a pas bien vu le rapport. Et puis Gisèle Halimi, attention, mais l'Algérie, ok, mais
est-ce que tu vois, c'est le jour de son hommage républicain, est-ce que vraiment tu es obligé de refaire ce débat-là? Non. Et du coup, voilà, on se rend compte à la fois qu'on passe des bons moments et c'est ce moment de danse avec les rosies dans le cortège et toutes les députées écolos et aussi NUPES. On se disait d'ailleurs que la NUPES, ce serait peut-être plus simple s'il y avait que des femmes, parce que là, avec toutes les femmes, ça se passait très bien. Et puis, du coup, le cortège aussi féministe, la banderole de la commission féminisme, voir ces femmes conseillères régionales, conseillères municipales, militantes unies derrière banderole, c'était une belle manifestation et je pense que pour début mars, je n'ai pas les chiffres, mais on a quand même atteint un record. Donc voilà, c'est des journées de contraste, à la fois des beaux moments de solidarité, de sororité, de mettre nos sujets au cœur du débat public. Et puis aussi, voilà, c'est aussi les jours où on mesure le chemin qui reste à parcourir, mais nous sommes là pour ça et plus déterminés que jamais. Donc merci Mélissa d'avoir organisé cette soirée. Je suis fière d'être dans ce mouvement où on porte depuis longtemps ces questions-là, où on est héritière aussi de tout un tas de luttes. Je suis fière de bosser avec des copines comme Mélissa au BE. Vous savez qu'on a quand même maintenant la parité plus, qu'on a plus de femmes qu'aux hommes au BE et figurez-vous que ça se passe très bien. et vraiment, voilà, chacun est engagé, chacun est à son poste et on a beaucoup de choses à faire, pas que sur le féminisme. Et il se trouve que c'est de ça dont on va parler ce soir. Et merci du coup à nos intervenantes qui ont accepté de se joindre à nous pour cette journée très symbolique. J'espère que vous apprendrez plein de choses, toutes et tous, que le replay pourra aussi servir de formation à certaines, à certains, et puis voilà, qu'on va passer une bonne soirée. En tout cas, je suis sûre qu'on la passera en bonne compagnie, c'est déjà ça. Merci Marine. Et du coup, je vous propose, là, ça fait quelques semaines qu'on bat le pavé contre la réforme des retraites. Et je vous propose de laisser la parole à Marie-Charlotte Garin, qui est donc députée de Lyon, qui a été chef de file pour le groupe écolo sur la réforme de retraite, sur l'égalité femmes-hommes, et qu'elle nous explique un peu l'impact de cette réforme sur l'égalité femmes-hommes et les combats qui ont été menés ces dernières semaines par les écolos à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Mélissa, merci pour l'organisation, merci à toutes les participantes. Je glisse au passage qu'on est aussi en parité plus dans le groupe écologiste de l'Assemblée nationale et c'est une fierté parce qu'on est les seuls. Et Marine, tu parlais de l'appui, je crois qu'Olivier Véran, il a oublié de préciser que c'était la mobilisation syndicale qui probablement, enfin en tout cas le mouvement social qui a ramené l'appui alors qu'on nous promettait les 7 plaies d'Égypte. Mais bon, je crois que sur la communication autour de la réforme et du blocage, on n'a pas fini d'entendre des bêtises, ça se poursuit encore aujourd'hui. Peut-être sur l'égalité femmes-hommes, pour commencer, reposer les constats de base. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà ces chiffres. Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, c'est 22% d'écart. Les inégalités de pension, de retraite, c'est 40%. Donc on voit bien que finalement, la retraite, c'est un miroir grossissant des inégalités qu'on a tout au long de la vie. Et ces inégalités, elles ne sont pas que salariales. Il y a aussi les questions de garde d'enfants. Donc, les femmes ont du mal parfois à trouver des places en crèche. Les femmes s'arrêtent plus souvent que les hommes pour prendre des congés parentaux. Et on sait que le taux d'activité entre 25 et 54 ans, il est de 92% pour les hommes et que de 84% pour les femmes. Je crois que sur les 38 pays de l'OCDE, on doit être sur le taux d'emploi des femmes, on doit être, on est vraiment bas, quoi. On est 25e, il me semble. Donc c'est assez marqué. Les femmes, vous le savez, elles sont plus souvent mal payées et elles ont plus souvent des carrières à trous, donc des carrières hachées. Donc c'est celles qui ont le plus de mal finalement à pouvoir partir avec ce qu'on appelle une pension à taux plein. Donc c'est-à-dire quand on n'a pas de système de malus parce qu'on part plus tôt, c'est des femmes qui majoritairement doivent attendre 67 ans. Vous avez peut-être entendu parler dans les médias le fameux âge d'arrêt de la décote. Donc la décote, c'est ce petit malus qui est appliqué parce que vous partez avant d'avoir tous vos trimestres. Il s'applique à 67 ans. Et aujourd'hui, c'est 19% des femmes qui doivent attendre 67 ans pour partir à la retraite, alors que c'est que 11% des hommes. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai échangé avec un commerçant dans ma circonscription qui me disait qu'il avait eu une candidature pour faire la plonge d'une femme de 65 ans. Bah, évidemment, il n'a pas envie de la faire travailler, cette femme de 65 ans, parce qu'il aimerait qu'elle fasse autre chose, en fait, qu'elle s'occupe de ses petits-enfants, qu'elle profite de la vie, qu'elle aille au ciné, qu'elle soit engagée dans des assos, enfin qu'elle fasse autre chose que de devoir faire la plonge à 65 ans parce qu'elle se trouve en situation de précarité. Les femmes, c'est aussi celles qui partent le plus tard à la retraite de manière générale, elles ont moins de carrière longue, souvent aussi elles font plus d'études, donc c'est aussi ça. Et finalement, quand on propose de décaler l'âge de départ à la retraite, on fait reposer l'effort sur celles qui vont avoir déjà le plus de mal à partir sans décote. Donc celles qui ont déjà du mal à partir avec une retraite à taux plein.
Et c'est l'économiste Michael Zemmour, dont on a beaucoup entendu parler dans la presse parce qu'il fait un excellent travail de débunkage de la réforme, qui nous expliquait que l'impact de la réforme, grosso modo, il va être porté à 60% par les femmes. Et c'est énorme, en fait, 60%. Et il y a un graphique qui est sorti récemment où, en gros, vous voyez l'écart entre l'âge de départ par génération pour chaque génération. Et vous voyez l'écart entre les hommes avant la réforme et après la réforme. Et sur le même graphe, il y a les femmes avant la réforme et après la réforme. Et le constat qu'on fait sur ce graphique, c'est qu'en gros, accrochez-vous, c'est peut-être une chouille technique ce que je dis là, mais en gros, l'écart pour les femmes entre avant et après la réforme, il est toujours supérieur à l'écart pour les hommes entre avant et après la réforme. Et ça, ce petit graphe, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez, il illustre vraiment parfaitement à quel point c'est les femmes qui vont porter le gros de la réforme sur elles. Et moi, il y a un exemple que je donne pas mal en intervention. Si je vous donne un couple. Je vous dis Quentin et Oriane, c'est le nom de mes collabs, on a choisi comme ça. Ils sont nés en 1975, ils ont commencé à travailler dans le privé, tous les deux, même boîte, à 23 ans. Ils ont eu une carrière identique et ils ont 2 enfants ensemble. Dans le système actuel, Quentin, il doit attendre 66 ans pour pouvoir partir à taux plein, donc avec sa pension complète. Oriane, comme elle a des trimestres gagnés en compensation de ses 2 grossesses, elle peut partir à 62 ans, c'est l'âge légal aujourd'hui. Avec la réforme, la situation de Quentin, elle ne bouge pas. Mais par contre, Oriane, elle va perdre les 2 années qu'elle a gagnées en compensation de ses grossesses et elle va devoir travailler 2 ans de plus pour atteindre l'âge légal qui est à 64 ans. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on recule l'âge légal de départ de 2 ans, c'est comme si on supprimait la prise en compte en fait de 1 à 4 enfants pour les femmes qui sont nées après 1961. Et donc, c'est là où on voit que c'est vraiment les femmes qui portent, et en plus, pour le coup, les mères, qui vont porter en gros une grosse partie du poids de la réforme. J'ai pas des très bonnes nouvelles, dans le sens où le Conseil d'orientation des retraites, il nous dit que le rapport de pension des femmes sur la pension des hommes, il est, pour l'égalité, c'est dans très longtemps. Parce qu'en 2037, on sera à 84%. Donc, on a vraiment encore un gros boulot à faire pour l'égalité. Et le taux de pauvreté, sans surprise, il est plus élevé chez les retraités ES que chez les retraités ES. Donc, il est plus élevé chez les femmes qui sont à la retraite que chez les hommes qui sont à la retraite. Et ce taux, il augmente depuis 2016. Et c'est là où on se dit que c'est lunaire que le gouvernement, au lieu de s'occuper du taux de pauvreté chez nos seniors, il se dit on va faire bosser les gens plus longtemps. Donc, c'est un certain sens des priorités qui, pour moi, est complètement à côté de la plaque. De toute façon, à chaque fois que vous allongerez la durée de cotisation, vous allez aggraver les difficultés pour réunir une carrière complète. Et donc, il va y avoir une baisse de la pension. Et donc, ça va majoritairement impacter les femmes. Et moi, je voudrais finir aussi sur une forme de colère que je ressens beaucoup. C'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de métiers qui sont concernés, qui sont les métiers qu'on a applaudis à 20 heures pendant des semaines, les premières lignes, les deuxièmes lignes. Et finalement, c'est à ces gens-là, à ces personnes qui sont essentielles pour notre société, à qui on va demander de travailler de plus en plus longtemps. Moi, ça ne va pas m'impacter. Moi, je vais déjà bosser jusqu'à super tard pour avoir ma retraite. Et je suis OK avec ça. Mais quand on sait que notamment les métiers du soin, qui sont à 90% des métiers féminins, et toutes les femmes que je rencontre, elles sont épuisées. Moi, en manif, on croise tous et toutes beaucoup de gens. Et les aides-soignantes, les infirmières, les aides à domicile, elles disent, mais déjà, aujourd'hui, on a 40 ans, on a 50 ans, on n'arrive même pas à faire notre métier comme on aimerait pouvoir le faire. Donc, à quel moment est-ce que ces gens qui font la loi se disent, ou en tout cas qui nous proposent la loi, parce que nous, on aimerait bien ne pas la faire comme ça, se disent que ça va être OK pour nous de trimer encore plus longtemps. Enfin, c'est pas possible. Et il y a un chiffre que je donne souvent aussi, c'est l'espérance de vie des infirmières, elle est de 7 ans inférieure à l'espérance de vie des femmes au même âge, enfin du reste des femmes au même âge. Et c'est hyper choquant. Et on pourrait se dire que ce gouvernement, s'il avait entre guillemets la cause des femmes à cœur, et si c'était vraiment une réforme juste pour les femmes, mais on sait tous que ça ne l'est pas et ils se sont vite dédiés eux-mêmes, peut-être qu'il aurait pu travailler justement sur la pénibilité, notamment des métiers du soin. Nous, avec Sandrine, on est très prêts à dire, allez, banco, en fait, on fait un régime spécial pour les métiers du soin, carrément. Enfin, quitte à aller dans le tas, on y va et en fait, on va revaloriser ces métiers et on va leur donner de meilleures conditions de travail pour déjà revaloriser la filière de manière générale, qu'on ait plus de personnes qui veulent prendre part au métier du soin, mais aussi parce qu'elles le méritent et qu'elles nous sont essentielles. L'autre point, c'est la parentalité. Si ce gouvernement voulait vraiment défendre la cause des femmes, il créerait un vrai service public de la petite enfance. Il mettrait le congé parentalité à égalité.
pour qu'on ait un taux d'emploi des femmes qui soit en fait supérieur. Un taux d'emploi des femmes, c'est plus de cotisations. On estime que si le taux d'emploi des femmes était égal à celui des hommes, ça pourrait être 10 milliards qui rentreraient dans les caisses. Donc on voit bien qu'il y avait d'autres choix politiques et qui auraient pu écrire un tout autre récit. Et le dernier point, c'est la question de l'égalité salariale. S'ils travaillaient sur l'égalité salariale, les estimations notamment de la CGT, c'est 5,5 milliards. Donc il y avait des choix d'investissement pour eux qui aboutiraient à du financement pour nos caisses de retraite qui non seulement n'auraient pas pénalisé les femmes, mais en plus auraient simplement permis de promouvoir l'égalité. Et nous, on a essayé de montrer tout ça avec notre travail d'amendement en séance, qu'on pouvait trouver l'argent ailleurs, que c'était un choix politique, qu'il y avait un énorme enfumage sur les 1 200 € et sur tout un tas d'autres choses. Et très franchement, ça a été extrêmement dur. Les débats ont été extrêmement durs, extrêmement violents. Il y avait un espèce de truc bien masculin, bien viriliste, beaucoup d'invectives, etc. Ça a été très compliqué. Et moi, de ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il y a aussi une dévalorisation de la parole politique, puisque comme ils mentent sur tout et n'importe quoi, bah, finalement, les Français et les Françaises, ils ne vont plus croire ce que dit le gouvernement. Et puis après, évidemment, dans les débats, vous vous en doutez, il y a aussi eu tout un tas de violences sexistes. On y est un peu habitué à l'Assemblée. Mais on nous a expliqué que ce n'était pas grave parce que l'Assemblée était présidée par une femme. Donc forcément, il n'y avait plus de sexisme à l'Assemblée comme on avait une présidente désormais. Donc voilà. Pour vous dire que ça a été des débats très houleux, nous, on a donné tout ce qu'on avait. Et après, évidemment, heureusement, on est porté par toutes les personnes qu'on croise en manifestation, par nous, enfin par le collectif qu'on constitue ici, que ce soit les écologistes, la NUPES, mais toutes les personnes aussi qui sont opposées à cette réforme. Et je terminerai enfin en vous donnant une petite image. Moi, j'aime bien dire que les députés dans l'opposition, on est une petite flèche et l'arc qui nous propulse, c'est la société civile, donc c'est la mobilisation à l'extérieur. Et sans mobilisation à l'extérieur, on ne sert un peu à rien. Donc là, la mobilisation inédite qu'il y a eu sur ces dernières semaines, elle nous a vraiment donné du vent dans les voiles. Donc je me dis que si vous êtes là, c'est que vous en avez fait partie. Donc un grand merci pour tout ça. C'est à toi. Une petite question peut-être, parce que tu parles justement de violences sexistes, de masculins. On sait que l'Assemblée nationale est un endroit très, très patriarcal et qui reproduit finalement tous les systèmes de domination. Ce soir, l'angle, c'est grève féministe contre la réforme des retraites, mais aussi contre leur monde. Comment, en tant que féministe, on change le monde au sein d'une Assemblée nationale si patriarcale? On serre les coudes entre femmes déjà. On serre les coudes entre femmes et ça aide. Après, on a aussi des alliés de qualité, on va pas se mentir. Je crois que on change le monde en essayant de ne pas en adopter les codes, en tout cas. Et je pense que c'est une forme de résistance d'essayer de garder nos formes de leadership et de ne pas tomber justement dans le leadership extrêmement masculin, extrêmement viriliste. Et hier à l'Assemblée, il s'est passé des scènes qui ont été très difficiles, mais où je crois que, en tout cas, les députés écologistes, nous, on a fait preuve de sororité vis-à-vis d'Aurore Berger, qui est la présidente du groupe de la majorité. Et je crois qu'on lui a un peu donné une masterclass sur ce que c'était qu'être femme en politique et se soutenir parce qu'elles ne savent pas encore faire. Donc, je pense, là, on n'est qu'au début du mandat. Moi, j'ai bon espoir qu'à force, on arrive à imprimer. Et puis, ça passe aussi par accepter de faire du travail transpartisan sur tous les sujets qui peuvent faire avancer notre cause et qui, à terme, vont mener à des changements de société. Et j'en profite du coup pour dire que moi, je ne vais pas pouvoir rester avec vous toute la soirée, notamment parce que je dois aller défendre une proposition de loi sur une meilleure prise en charge des fausses couches, notamment une prise en charge psychologique, et on essaye de faire passer le congé fausse couche ce soir. Donc ça veut aussi dire travailler de manière transpartisane, notamment sur les sujets d'égalité. Mais de manière générale, je dirais, on ne se compromet pas, on reste droit dans nos bottes et dans nos valeurs, et on ne joue pas le jeu des masculins, parce que c'est pas en adoptant leur code qu'on les fera tomber. Merci beaucoup. Et en tout cas, bon courage pour la bataille à mener ce soir. Et merci pour tout ce que tu fais à l'Assemblée et les combats féministes que tu portes depuis le début. Merci beaucoup et merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors maintenant, on va passer à Tiziri Kandi, qui est syndicaliste, si ça te va. Oui. Du coup, syndicaliste qui a accompagné notamment les formidables femmes de l'hôtel Ibis Batignolles. 22 mois de lutte contre un géant de l'industrie hôtelière pour arriver à une victoire.
Du coup, tu as accompagné les premières de corvée, comme le disait Marie-Charlotte, un peu partout. Ces femmes invisibles qui ont des métiers pénibles, précaires, précarisés. Est-ce que tu peux nous présenter finalement tes combats dans ce marché du travail qui est très pénible et qui comprend des inégalités structurelles pour les femmes? En tant que syndicaliste, un peu ce que tu fais et ce que tu as mené comme combat assez chouette. Merci beaucoup. Donc d'abord, merci. Pardon. Merci beaucoup en fait pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Donc, comme tu l'as présenté, effectivement, du coup, je suis syndicaliste. J'ai accompagné effectivement beaucoup de salariés en fait du nettoyage, notamment du secteur de l'hôtellerie, qui sont en sous-traitance, donc durant des conflits de travail. Le plus emblématique et le plus important était effectivement celui des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, qui a duré 22 mois, dans 8 mois de grève continue. On avait mené aussi des batailles, je dirais, peut-être moins longues, pas spécialement moins intenses pour autant, mais en tout cas moins longues, toujours en fait dans le secteur du nettoyage hôtelier. Je pense notamment au combat qu'on avait mené dans l'hôtellerie de luxe, dans les hôtels Hyatt, notamment le plus emblématique qui était celui du Hyatt Vendôme. Voilà, les hôtels Holiday Inn, le groupe Louvre Hôtel Group avec la gamme notamment Campanile, etc. Et effectivement, je suis intervenue avec mon collègue plus précisément donc dans le secteur de l'hôtellerie sur la problématique de la sous-traitance. Parce qu'on a très vite remarqué, très vite observé justement cette réorganisation du marché du travail qui justement crée une division supplémentaire et donc une précarisation aussi supplémentaire de tout un corps de métier qui est celui des femmes de chambre, qui, rappelons-le quand même, constitue le cœur d'activité d'un hôtel. Donc d'habitude, on voit effectivement des donneurs d'ordre sous-traiter une activité annexe. Là, dans le secteur de l'hôtellerie, l'activité principale, en tout cas l'activité sous-traitée, c'est l'activité de femmes de chambre, d'hébergement, qui constitue le corps de métier. Et là, pas de surprise, c'est quand même majoritairement des femmes et majoritairement des femmes immigrées ou issues de l'immigration. Donc, qui sont déjà sujettes à une précarité, je dirais, notamment administrative et politique, et sociale assez importante, avec notamment des titres de séjour annuels. Parfois, on a assez souvent des mères seules avec des gosses en bas âge, et donc je dirais très très peu finalement de possibilités de faire autre chose. Parce que je rappelle quand même aussi que comment dire, il est quand même extrêmement difficile pour quelqu'un qui dispose même d'une qualification ou d'un diplôme étranger de le faire reconnaître en France. On a quand même aussi malheureusement ce gros, je dirais même plafond de béton qui pèse aussi particulièrement sur les populations immigrées qui, voilà, en fait, je pense notamment, par exemple, à ces gouvernantes d'étage, dont une avait travaillé et travaille toujours d'ailleurs à l'hôtel Ibis des Batignolles, qui travaillait dans l'administration dans son pays d'origine. Qui arrivait en France, en fait, n'avait pas d'autre choix finalement que d'accepter le métier de gouvernante. Donc c'est effectivement c'est un secteur où il y a effectivement beaucoup de précarité, beaucoup de difficultés et en fait, les donneurs d'ordre, donc les hôtels, font très souvent le choix justement de sous-traiter pour précariser justement davantage ces femmes-là. Donc
c'est assez vite qu'on a commencé justement à nous occuper des salariés, donc, enfin, de ces femmes de chambre. Je précise qu'en fait, on mène d'une certaine manière une espèce de double lutte, c'est-à-dire à la fois sur le terrain social, en fait, à travers des grèves, des mobilisations, etc. Mais on essaye également de mener la bataille, comment dire, juridique, donc devant les instances généralement prud'homales, cours d'appel, etc., parce qu'on essaye aussi de traduire, je dirais, juridiquement les revendications de ces salariés. Je pense notamment, par exemple, à, à la revendication sur la reconnaissance des qualifications des femmes de chambre. D'ailleurs, enfin, il y a tout un débat qu'on rappelle, y compris parfois dans les médias, sur le fait qu'il ne s'agit pas de femmes de ménage, mais plutôt de femmes de chambre, parce que justement, les employeurs essayent de dire que ces personnes occupent un boulot de femmes de ménage, alors qu'en fait, ces femmes ne font pas qu'une activité de ménage, mais elles réalisent une prestation complète de remise en état des chambres. Et donc, il y a derrière, bien évidemment, tout un enjeu de qualification qu'on essaye aussi de porter juridiquement. Et enfin, on réussit, je dirais, plutôt pas mal. Euh, il y a également, enfin, quelque chose qui est assez important pour nous, c'est de mener aussi d'une certaine manière le, une espèce de bataille d'idées sur justement la reconnaissance de l'utilité, en tout cas de l'importance de ces métiers qui jusque-là étaient quand même très invisibles et très invisibilisés, je dirais. Euh, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a effectivement constaté, enfin, pendant la période Covid, post-Covid, un début de visibilité ou de visibilisation justement comment dire, de ces métiers-là. Mais c'est vrai que cette visibilisation ne s'est pas spécialement accompagnée d'une visibilisation des difficultés qui entourent ces métiers, des difficultés qui entourent aussi en fait les populations qui exercent ces métiers. Tout ce que j'avais rappelé, en gros, tout ce que j'avais rappelé tout à l'heure, notamment sur la précarité administrative avec les titres de séjour, notamment aussi avec la non-reconnaissance, enfin la non-reconnaissance des qualifications, etc. Mais on a aussi, donc nous on a tenté justement de visibiliser le plus possible, en gros, les mobilisations des femmes de chambre. Alors oui, enfin, dans le cas de l'Ibis Batignolles, c'est vrai que la durée et l'intensité aussi du conflit a fait que les médias, les politiques, etc., se sont très vite emparés de ce sujet. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, on a mis en place toute une stratégie de communication de manière à réussir à faire que les femmes de chambre deviennent un sujet politique en France. Et ça, c'était quand même un gros pari qu'on s'est lancé sur les 10 dernières années. Et je pense qu'on a quand même d'une certaine manière réussi un peu ce défi-là, parce que effectivement aujourd'hui on parle de plus en plus du métier de femme de chambre, des métiers du nettoyage de manière générale. On parle aussi beaucoup des difficultés qui Je crois qu'on t'a perdu. Allô? Oui, après, c'était difficulté et ensuite, il y a eu une Ah oui, coupure. ça, je ne sais pas pourquoi ça s'est déconnecté. Oui, donc je disais que je crois avoir perdu le fil. On parle de difficulté. Donc en fait, je pense qu'on a quand même réussi d'une certaine manière à visibiliser justement toutes les difficultés, mais je pense qu'on est encore un peu, enfin,
on est toujours pas arrivé malheureusement en fait à beaucoup avancer. Parce que je rappelle quand même pour continuer un peu dans ce que disait tout à l'heure Marie-Charlotte, que la question de la pénibilité, même si effectivement, on commence un petit peu à en parler, en tout cas concernant les femmes de ménage, les salariés du nettoyage, de sécurité, etc., de tous ces subalternes qui jusque-là étaient invisibilisés. On en parle, mais il n'empêche que aujourd'hui, le gouvernement veut unifier par le bas. La réforme des retraites, c'est ça en fait. C'est la suppression des régimes spéciaux et c'est donc une certaine équité par le bas en fait. On veut uniformiser par le bas plutôt que de penser justement à prendre en considération toute la pénibilité qui peut exister dans d'autres corps de métier. Ben, en fait, on préfère plutôt faire abstraction de la pénibilité de manière générale, même pour celles et ceux qui l'ont acquise, enfin qui ont acquis certains avantages grâce à des luttes, quand même. Voilà. Je rappelle quand même que Macron, qui avait déclaré en 2018 ne pas adorer le mot pénibilité, a quand même supprimé 4 facteurs de pénibilité qui, pour beaucoup, du moins pour au moins 3 sur les 4, concernent quand même des métiers majoritairement physiques et féminins. Dont notamment l'exposition aux produits chimiques, les gestes répétitifs, les vibrations, etc. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on a un constat qui est là sur effectivement toutes ces difficultés auxquelles sont exposés ces salariés invisibles, invisibilisés, etc. Mais c'est vrai qu'on est malheureusement, on est encore dans un contexte de dumping social où la tendance, en tout cas législative, c'est plutôt de faire abstraction de la pénibilité et d'essayer d'uniformiser d'une certaine manière par le bas. Dernier point, juste qui me semble assez important, parce que Marie-Charlotte l'avait rappelé aussi tout à l'heure, sur justement le fait que, je ne vais pas rappeler tous les chiffres, effectivement, qui ont été déjà avancés sur les spécificités, comment dire, des métiers exercés par des femmes, etc., toute la précarité et la pauvreté qui les entourent. En tout cas, concernant le métier de salarié de nettoyage et de femmes de nettoyage hôtelier en particulier, les femmes sont particulièrement aussi exposées à des risques d'inaptitude professionnelle. Je rappelle quand même que les cadences sont souvent très très élevées. C'est d'ailleurs lié assez structurellement au fonctionnement même de la sous-traitance, qui impose de fait des cadences de plus en plus élevées aux femmes de chambre à force que, au fur et à mesure que les sous-traitants s'enchaînent sur les sites. Et donc, ces femmes qui, au bout de 5, 6, 10 ans de travail, elles sont complètement usées, avec des dos complètement cassés, et très souvent, elles sont contraintes, du coup, à renoncer à leur travail, et elles sont de fait licenciées. Donc, elles se retrouvent effectivement avec des carrières très courtes, et pour des personnes qui souvent n'ont pas, la reconnaissance de leur qualification, la reconnaissance de leur métier ou même de leur diplôme quand elles en ont, eh bien, la possibilité de rebondir sur le marché de l'emploi est extrêmement difficile. Parce que je le rappelle aussi qu'à cause de tout le système de sous-traitance, eh bien, il y a une espèce d'hyperspécialisation qui fait qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement de ces salariés. Contrairement à des entreprises où, entre guillemets, il y a un tas de corps de métier qui existent, auquel cas on peut à la fois aspirer à une évolution professionnelle ou à une possibilité de reclassement en cas d'inaptitude. Quand on a affaire à de la sous-traitance, on a affaire à de l'hyperspécialisation avec du coup très peu de corps de métier et donc pas de possibilité d'évolution professionnelle ou de reclassement. Et donc, effectivement, les personnes se retrouvent à être licenciées et doivent aller chercher, encore une fois, du nettoyage, mais ailleurs. Alors, je crois qu'elle se reconnecte. Ouais, ça a été encore déconnecté. Désolée. Enfin, je finis par ça. Ouais. En fait, c'est un exemple plus concret, effectivement, sur comment se traduit, justement, comment se manifestent ces carrières hachées avec. Enfin, voilà. Tu parlais de la médiatisation et
du pari lancé finalement de reconnaître ces femmes et d'avoir une présence médiatique pour ces femmes. Alors, le summum de cette présence médiatique, ça a été l'élection d'une Rachel Keke, quand même, qui est un énorme événement dans le paysage français parce que c'est l'une des premières femmes qui est racisée, qui était femme de chambre et qui arrive à l'Assemblée nationale. Est-ce que finalement, changer le monde, c'est pas aussi changer nos représentants et nos représentantes surtout, et amener les gens, ouvrir les portes et les fenêtres et amener d'autres profils, et notamment ce type de profil qui, pour le coup, a vécu dans sa chair et dans son corps toute la pénibilité du travail et toute, qui est à l'intersection de finalement plein de discriminations et qui sait aussi ce que c'est que de galérer et d'avoir un travail pénible et d'avoir les fins de mois le 7, quoi. En fait, l'élection de Rachel, c'est une fierté absolue, en fait, pour moi, à titre personnel. Je pense pour l'ensemble de mes camarades, mais enfin, j'ai même envie de dire plus globalement pour l'ensemble de notre classe, parce qu'effectivement, Rachel représente quand même, enfin, pour nous tous, un symbole de lutte, un symbole de force, et elle incarne effectivement à la fois la résistance à son groupe Accor, donc dans un contexte où très franchement, disons-le honnêtement, il n'y avait pas grand monde qui croyait vraiment à cette lutte. Hein. Tu imagines, au bout de 22 mois, c'était presque inespéré pour beaucoup. Euh, et, euh, et oui, en fait, Rachel incarne le réel. Rachel incarne justement cette possibilité d'enfoncer des portes, comment dire, de cette résistance, cette colère aussi qui est réelle en fait et qui est aussi la colère de toutes celles et ceux qui se font exploiter à longueur de journée, qui en ont marre justement d'entendre à longueur de journée, comment dire, les macronistes et leurs sbires parler de ce dont ils connaissent rien, quoi. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est pas anodin que son intervention à l'Assemblée nationale, où elle relaie d'ailleurs des témoignages qu'elle avait reçus, qu'elle avait entendus, plusieurs personnes en fait lui ont d'ailleurs envoyé, en fait qu'une telle intervention a été aussi puissante et aussi médiatisée et qu'elle a autant buzzé en fait, pour ainsi dire. Donc oui, enfin je pense que Rachel, c'est la démonstration quand même aussi de la possibilité de faire de la politique autrement, de faire de la politique par le réel, de faire de la politique, j'ai presque envie de te dire, par les tripes en fait, par les gens qui ont vécu le travail, qui, j'ai même presque envie de te dire, de ces gens que Macron a nommé il y a quelques années les gens qui ne sont rien, mais sans qui rien ne tourne en fait. Enfin, je veux dire, ces gens justement, sans qui rien ne marchera dans la société, sans qui rien n'est possible, qui incarnent à la fois les métiers essentiels, les métiers invisibles, mais sans lesquels en fait, aucune activité réelle en fait, ne peut réellement avoir lieu dans la société. Et ce d'autant plus que Rachel est effectivement une femme et bon, voilà. Quand on est une femme, on est doublement invisibilisé. En fait, j'ai presque envie de te citer pour le coup cette fameuse expression du MLF, plus invisible que le soldat, plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme, quoi. Donc voilà, quand on a une femme jusque-là invisibilisée, etc., qui se révolte, qui parle, qui incarne quelque chose, c'est une immense fierté, quoi. Merci en tout cas pour tes combats et pour ta présence ce soir. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à Charlotte Margiel, qui est la co-responsable de la commission féminisme et la co-secrétaire de l'EVUK. Et en fait, Charlotte, tu vas nous parler de ton combat au sein d'un parti politique et de ce que tu fais avec la commission
avec Marie qui est à côté. Oui, tout à fait. Bah oui, donc je suis co-responsable de la commission féminisme avec Marie et ce qu'on porte au sein de la commission, bah déjà, c'est d'avoir des propositions programmatiques pour que notre parti prenne des positions sur des sujets féministes. Donc, on a des groupes de travail sur la femme et santé, par exemple, où on veut essayer de faire en sorte que notre parti se positionne sur le congé menstruel. On a aussi des groupes de travail sur la femme et sport, qu'est-ce que ça implique, la représentation des femmes là-dedans. On a aussi des groupes de travail sur les hommes alliés au sein de notre parti et qu'est-ce que ça peut donner de les avoir impliqués à nos côtés dans nos luttes. On a aussi à cœur vraiment d'avoir un combat féministe intersectionnel, donc on réfléchit à par exemple, les luttes féministes et handicap et antiracistes aussi. Donc, on essaye de voilà, développer des propositions et de faire en sorte qu'on réfléchisse à tous ces sujets avec la société civile aussi, les associations. Et on a aussi tout le volet de formation. Donc, on a mis en place notamment avec Mélissa au bureau exécutif et d'autres des formations sur la lutte et la prévention des violences sexistes et sexuelles au sein de notre parti. Donc ça va être vraiment un volet très important pour l'année 2023 pour nous, que tous nos représentants soient formés sur ce sujet. Et puis après, on fait aussi des événements, de la communication, etc. Donc ça c'est un peu tout ce qu'on fait dans la commission. Et du coup, à côté de cette commission, comme je disais, tu es co-secrétaire OLV UK. Et ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est aussi que tu as une analyse sur ce qui se fait pour changer la société et changer notamment la société en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes au sein des pays frontaliers dans le monde et surtout en Europe. Est-ce que tu peux peut-être nous dire de quoi la France pourrait s'inspirer pour, euh, pour atteindre toujours plus d'égalité? Alors, on pense directement à des pays comme l'Espagne ou autres, mais peut-être que tu peux nous donner des éléments. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que en fait, pour parler des différents combats qu'on a à la commission, je trouve ça intéressant de se dire qu'est-ce qui se fait de bien dans d'autres pays et qu'est-ce qu'on peut répliquer, de quoi on peut s'inspirer, où est-ce qu'il faut regarder pour en fait avoir des exemples concrets de choses qu'on peut mettre en place. Donc, sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, c'est vrai que tu as parlé de l'Espagne et il y a une ministre de l'égalité femmes-hommes assez incroyable, Irene Moreno, qui est vraiment génial, mais ça fait vraiment longtemps que l'Espagne a mis une politique vraiment déterminée, enfin est très déterminée sur le sujet de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et ils ont mis les moyens parce que c'est vrai que voilà, en France, on sait que il y a 147 femmes qui sont mortes en 2022 qui ont été tuées par des hommes, et les associations réclament 2 milliards d'euros pour essayer de lutter contre ces violences. Et en fait, en Espagne, il y a déjà des budgets dédiés. Et donc, ces budgets, ils vont notamment sur la prévention, mais aussi le soutien aux victimes. Et il y a aussi des tribunaux dédiés, donc s'assurer qu'il y ait des moyens, notamment dans le système judiciaire, pour qu'il y ait des tribunaux spécialisés pour traiter ces cas de violences sexistes et sexuelles, ces violences conjugales, et aussi former la police, et puis vraiment pouvoir accueillir les victimes et mettre les moyens là-dedans. Et on voit qu'en fait, en 20 ans, les féminicides ont réduit de 24%. Et donc, ça marche, en fait, de mettre les moyens dans ce domaine. Après, dans ce qui concerne, par exemple, tout le volet professionnel et les violences économiques, comme on dit, donc Marie-Charlotte nous parlait tout à l'heure du fait que les femmes touchent beaucoup moins à leur retraite, elles ont leur pension de retraite qui sont 40% inférieures à celle des hommes, mais aussi, on sait aussi que les femmes gagnent un quart de moins que les hommes en France. D'ailleurs, symboliquement, aujourd'hui, je crois que c'était vers 15h40 qu'on disait que si on s'arrêtait de travailler, en fait, voilà, on devrait s'arrêter à ce niveau-là pour être au même niveau que ce que gagnent les hommes finalement.
En fait, il y a des pays qui ont essayé de mettre des mesures, de mettre en place des politiques vraiment volontaristes sur ce sujet. Donc, par exemple, l'Islande a mis en place le fait de pénaliser les entreprises et de leur donner des amendes si elles ne peuvent pas justifier de pourquoi il y a une égalité salariale. Et tant qu'elles ne justifient pas, elles payent une amende journalière, ces entreprises. Et donc, en fait, elles se mettent à jour assez rapidement en termes d'égalité salariale. Donc ça, c'est un exemple. Mais après, il y a des choses aussi structurelles donc, sur le partage des tâches domestiques. Et on voit que dans des pays comme la Suède, où il y a un congé parental qui est beaucoup mieux partagé, en fait, entre les deux parents, en fait, en Suède, chaque parent est obligé de prendre au moins 3 mois et sinon ils les perdent. Donc par exemple, voilà, ça fait que les pères en général prennent très souvent au moins 3 mois de congé paternité et du coup la charge mentale et la répartition de s'occuper des enfants est beaucoup plus égalitaire en fait. Donc voilà, après dans le domaine de la santé, c'est vrai, donc on parlait je parlais tout à l'heure Marie-Charlotte nous parlait du congé fausse couche, mais il y a par exemple voilà, le congé menstruel qui est déjà en place au Japon, en Corée, en Indonésie et donc aussi maintenant en Espagne. Mais aussi tout ce qui est le volet santé sur l'accès à la contraception. Donc en Angleterre, par exemple, moi où je vis, la pilule elle est gratuite. Là, le gouvernement en France a décidé que pour les femmes de moins de 25 ans, elle le serait, mais en fait, pour toutes les autres, il continue à y avoir une partie de la pilule contraceptive qui est à charge. Et puis tout ce qui est les protections périodiques. En Écosse, le gouvernement écossais a mis en place la gratuité. Donc Nicola Sturgeon est encore une super leader féministe aussi. Je pense qu'avoir des féministes au pouvoir, ça nous aide aussi à avoir des politiques publiques féministes. Je pense que c'est vraiment important de le dire. C'est d'ailleurs le sujet de notre table ronde de demain soir. Mais c'est vrai qu'on a vu que du coup, elle a mis en place ça et les femmes qui le souhaitent peuvent aller prendre des protections périodiques au sein des municipalités, etc. Et une autre chose sur le volet santé dont je voudrais parler, c'est la visibilisation des inégalités. Donc en Angleterre, par exemple, on a des chiffres qui nous montrent que les femmes noires ont 4 à 5 fois plus de chances de mourir pendant l'accouchement que les femmes blanches. Et en fait, c'est très certainement la même chose en France, sauf qu'on ne le compte pas, on ne le sait pas, parce qu'on ne veut pas faire des statistiques ethniques. Mais en fait, le fait de pouvoir visibiliser et de pouvoir compter, ça permet au moins à des militantes et des activistes en Angleterre de dire qu'est-ce que vous faites pour ça? Est-ce que c'est parce qu'en fait, vous ne prenez pas autant au sérieux la douleur des femmes noires dans le système de santé, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Et donc, ça, je pense que c'est vraiment important de se dire qu'est-ce qu'on peut regarder sur toutes les politiques de santé, ce qui se fait ailleurs. Et après, on parlait le dernier volet que je voudrais dire, c'est sur la représentation. Donc, on sait qu'en France, les femmes représentent 36% du temps d'antenne et de la visibilité dans les médias. Donc voilà, on est beaucoup moins visible. Donc ça, c'est pour la représentation médiatique et la représentation politique. Donc c'est vrai que il y a 37% de femmes à l'Assemblée, c'est 35% au Sénat. C'est vrai que Marie-Charlotte nous disait qu'on a le seul groupe écologiste, on a le groupe à l'Assemblée nationale où il y a plus de femmes que d'hommes. Mais en fait, voilà, si on regarde toute l'Assemblée, c'est vraiment pas encore ça. Parce qu'en fait, cette loi sur la parité, il y a des partis politiques qui décident de ne pas la respecter et de payer des amendes à la place de mettre 50% de femmes. Et parfois, ils les mettent aussi dans des circonscriptions qui sont moins gagnables, alors qu'à LV, on a décidé qu'on mettrait des femmes dans les circonscriptions les plus gagnables aussi. Donc, c'est ça qui nous permet d'avoir ça. Mais par exemple, au Rwanda, je pense que vous ne douteriez peut-être pas, mais au Rwanda, il y a 60% de femmes au Parlement. Donc, en fait, il y a vraiment une politique très incitative et de mettre en place des quotas et vraiment rendre ça obligatoire, en fait, d'avoir une vraie parité, une parité réelle. Et après, juste peut-être pour conclure on peut aussi s'inspirer des luttes écoféministes à travers le monde. Donc voilà, juste pour dire l'écoféminisme, ce que ça veut dire pour moi, c'est vraiment que c'est domination patriarcale et la domination qu'on a sur notre planète
et finalement découlent du même combat. Et qu'il faut les penser de façon conjointe. Mais donc en Inde, par exemple, il y a tout ce mouvement qui s'appelle les Chipko, qui en fait, ce sont ces femmes incroyables dans les années 70 qui se sont mises à faire de la désobéissance civile en protégeant les arbres avec leur corps pour empêcher que les machines, la commercialisation en fait de leur forêt. Et donc, il y a Vandana Shiva et d'autres écoféministes qui ont soutenu ces luttes-là. Et Vandana Shiva, d'ailleurs, c'est une figure qui lutte pour l'agriculture biologique, contre les pesticides, etc. Et au Kenya, il y a aussi Wangari Maathai qui, elle, a cofondé ce mouvement de la ceinture verte qui existe encore. Et grâce à ce mouvement, en fait, il y a plus de 50 millions d'arbres qui ont été plantés. Donc, elle est du Kenya. Et voilà, c'est vraiment des femmes qui allient les combats féministes et les combats environnementaux. Et je pense que ça nous donne beaucoup d'espoir sur des exemples qui peuvent nous inspirer à travers le monde. Merci beaucoup pour ces exemples assez chouettes que je ne connaissais pas forcément. N'hésitez pas à poser vos questions dans Q&R. Nos intervenantes pourront y répondre à la fin. Alors, on passe maintenant à la mobilisation joyeuse. Comme le disait Emma Goldman, si je ne peux pas danser, ce n'est pas ma révolution. Et du coup, on passe à Alice Picard, co-porte-parole d'Attaque et membre des Rosies. Et donc, une mobilisation féministe depuis 2019, les Rosies qui occupent l'espace public dans la joie, qui se rapproprie l'espace public dans la joie. Et donc, peut-être que Alice, tu peux un peu nous expliquer ce que vous faites. Oui, tout à fait. Merci. Comme disait, je vous remercie pour l'invitation. Donc, tu l'as dit. Alors déjà, merci beaucoup pour la citation parce que qu'elle est effectivement très appropriée et elle me parle beaucoup. Donc, effectivement, les Rosies existent depuis 2019. Donc, décembre 2019, c'était le premier projet de réforme des retraites. Donc, à l'époque, c'était une réforme qui prévoyait de passer à la retraite à points. Et donc, il y avait eu un clip qui avait été tourné, qui était le détournement de la chanson À cause des garçons, et c'était devenu À cause de Macron. Et depuis, un certain nombre de tubes se sont enchaînés. Donc, maintenant, les Rosies sont assez connus visuellement, on les reconnaît. Et d'ailleurs, bon, là, on a une couverture médiatique qui est assez bluffante parce qu'effectivement, visuellement, c'est intéressant. On a repris donc l'icône de Rosie la rifteuse, donc avec son bleu de travail, son fichu rouge. Et en 2019, les Rosies avaient également des gants jaunes pour symboliser leur double, voire triple journée de travail, donc la journée de travail salariée et la journée de travail à la maison, donc le travail domestique. Ça n'a pas forcément été très perçu à l'époque, en 2019-2020, parce que, donc, en fait, mais c'était le but. C'était comme on veut animer les cortèges, faire en sorte que les femmes puissent venir manifester. C'était une initiative du groupe Action d'Attaque, mais ce n'était pas forcément visible que c'était Attaque. Pourtant, les fondatrices sont d'Attaque, mais ça s'est ouvert plus largement, et les Rosies, c'était devenu un collectif où il y avait des femmes qui n'étaient pas du tout adhérentes ou militantes à Attaque, et ce n'est pas du tout un souci. Maintenant, on voit mieux que c'est Attaque, et si je dis que c'est Attaque, bon, pas seulement parce que je suis porte-parole de l'association, mais c'est aussi parce que les Rosies, c'est un peu l'aboutissement des évolutions de l'association. Et c'est pour dire que dans les luttes, c'est toujours un reflet à la fois de l'époque et des organisations qui les portent. Et donc, ça fait presque 10 ans maintenant que Attaque est connue pour faire des actions dans l'espace public. Et on était connus avant ça pour la publication de nos expertises.
et donc depuis plus récemment pour notre capacité à animer des cortèges. Et en fait, tout ça est lié parce qu'en fait, on produit beaucoup d'expertise et l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte de pouvoir la vulgariser, qu'elle puisse être réappropriée le plus largement possible. Et les actions symboliques de désobéissance civile, c'était déjà une première manière de faire en sorte que ce soit visible et d'offrir aussi d'autres manières de s'engager dans l'association que par la production d'expertise qui peut faire peur, alors que moi, je suis plutôt partisane de dire qu'en réalité, il faudrait aussi rendre ça plus accessible et banaliser, enfin, faire en sorte que ça fasse moins peur. Mais bon, en tout cas, c'était une manière déjà pour d'autres types de militants et de militantes de s'engager en participant à ces actions de désobéissance civile. Et puis, donc, il y a eu l'animation de cortèges de manifs. Et donc, finalement, les Rosies, c'est la convergence de tout ça. C'est-à-dire qu'on a une commission ou un espace de travail dédié au genre qui est là depuis les débuts d'attaque, en fait. Et j'espère qu'on m'entend bien parce que ma connexion Internet est peut-être instable. Mais donc, on a ces militantes, enfin, c'est pas une commission ou un espace de travail non mixte, mais de fait, ça l'est un peu. Donc, on a ces militantes qui produisent du fond pour attaque depuis très longtemps et qui, en fait, reprennent les différents axes de travail de l'association et qui, à chaque fois, les passent à la moulinette, en fait, d'une analyse de genre. Et donc, ça fait presque 25 ans qu'elles le font. Et en fait, les Rosies, elles ont permis de mettre ça en avant et de diffuser, en fait, toute cette expertise qui est produite. Et donc, on a repris ça cette année. Il y a déjà quatre nouveaux tubes. Donc, on avait déjà à cause de Macron. Il y avait eu aussi, Yuli me l'a rappelé, le tube qui avait été sorti parce que donc les Rosies, c'était animation de manif. Et puis, à l'époque, on était dans la même configuration. C'est-à-dire, on avait commencé la lutte contre la réforme des retraites. Et puis, on avait abouti au 8 mars, qui prenait donc, comme les Rosies avaient bien permis de mettre en avant l'impact que la réforme aurait sur les femmes, parce que déjà à l'époque, le gouvernement disait que les femmes seraient les grandes gagnantes. Déjà à l'époque, il avait fallu dire, mais c'est n'importe quoi. Donc, les Rosiers avaient permis d'appuyer là où ça fait mal, parce que c'est vraiment le talon d'Achille du gouvernement. Et donc, on était arrivé au 8 mars, un peu dans la même configuration. On s'était dit, faisons de cette grève féministe, faisons de cette mobilisation féministe une occasion de lutter contre cette réforme des retraites. Donc, l'idée, c'était aussi de soutenir les luttes des femmes qui avaient lieu à l'époque. Et donc, les Rosies étaient allées soutenir effectivement les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, avaient occupé par 2 fois un hôtel et avaient sorti un tube Ibis on Fire. Voilà, donc on avait déjà tout ce stock. Il y a eu des chansons, des tubes qui sont sortis pendant le confinement. Et donc récemment, se sont ajoutés, nous, on veut vivre, 64 ans, et plus récemment, la coach des manifs. Alors, nous, on veut vivre, à cause de Macron, nous, on veut vivre. Oui, parce qu'il y avait déjà Women on Fire. Oui, je fais de la pub parce que vraiment, en fait, pour l'avoir fait, j'aimerais bien communiquer ce soir vraiment la joie que c'est de participer au cortège des Rosies. Et donc voilà, ces chansons, je les connais, je les porte. Et donc, il y a Nous, on veut vivre et 64 ans et à cause de Macron, qui sont donc à chaque fois, je l'ai dit, des détournements de chansons qu'on connaît par ailleurs, qui sont des chansons populaires. Donc voilà, les mélodies sont déjà connues pour la plupart. Et on change les paroles de manière à dénoncer le contenu de la réforme. Et je trouve que c'est assez puissant parce que ça reste dans la tête. La chanson, c'est fait pour ça. Et finalement, comme ça reste dans la tête, et c'est communicable en plus, parce que ça s'apprend, ça se chante, ça se transmet, la chanson.
Et donc, c'est une bonne manière de se souvenir des arguments. Là, par exemple, je peux dire très facilement que dans Nous, on veut vivre, on dit que le système n'est pas en danger. Donc, cette réforme est injustifiée. Bon, bah voilà. Et ça permet à chacun, chacune de repartir des cortèges avec des arguments. Et la coach des manifs, bon, c'est un peu différent. Je pense que c'est un tube qui va pouvoir resservir très souvent. Et donc, quand on parle de grève féministe, bah, la coach des manifs, c'est vraiment pour dire et réaffirmer, en fait, c'est notre manière de manifester. Et tant pis si vous n'êtes pas content parce qu'on a eu des remarques, hein, il y a toujours des mascus pour dire que c'est futile, que c'est pas ça qui va faire peur au gouvernement. Bah, en fait, on a bien rigolé, même si on a rigolé jaune quand il y a quand même 9 camarades qui ont fait de la garde à vue le 7 février pour avoir rhabillé une statue en rosy et écrit à la craie 64 ans sur la porte de l'Assemblée nationale. Donc ça fait pas peur, mais il y a quand même eu une réaction assez disproportionnée. Donc c'est que quelque part on touche effectivement le gouvernement et on vise juste et là où ça fait mal. Donc la coach des manifs, c'est pour dire ça, c'est qu'en fait danser, chanter en manif, c'est pas futile, c'est pas superficiel. C'est ce qui permet de massifier le mouvement, de faire en sorte que des femmes qui ont peu accès à la parole dans l'espace public, bah, en fait, occupent cet espace avec leur corps et en fait avec leur voix, parce qu'on chante malgré tout, et que c'est à cette condition qu'on arrive à faire des cortèges joyeux, qu'on arrive à faire des cortèges qui sont effectivement ouverts à des personnes dont c'est les premières manifestations. Et voilà, et c'est ça qui est intéressant avec le mouvement actuellement, il me semble, c'est que on a des personnes qui font des manifs pour la première fois. Et faire une manif pour la première fois, c'est être capable de faire la suivante. Et donc c'est se donner les moyens effectivement d'aller jusqu'au retrait de cette réforme, parce qu'on ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas eu le retrait. Voire d'aller plus loin, parce qu'une fois qu'on aura obtenu le retrait de la réforme, autant exiger aussi la retraite à 60 ans. Et une dernière chose qu'on veut mettre en avant aussi, et ça a bien été dit, mais réaffirmer ça, c'est que, et puisque le webinaire, c'est grève féministe et contre le monde qu'il nous prépare, c'est que vraiment, dans les dernières chansons, enfin, dès les premières chansons, on insistait bien sur le fait qu'il fallait se battre pour les femmes les plus précaires, et cette fois pour les plus précaires de manière générale, parce que cette réforme, elle va toucher donc les femmes, mais aussi les hommes qui pour les 5% les plus pauvres, ont 13 années d'espérance de vie en moins par rapport aux 5% des hommes les plus riches. Et donc, si vous reportez l'âge de départ légal à la retraite de 62 à 64 ans, bah, typiquement, c'est automatique. Vous faites cotiser ces personnes qui vont mourir avant, vous allez les faire cotiser plus longtemps, parce que vous ne jouez pas que sur la durée de cotisation, bah, c'est vraiment l'âge. Donc, je veux dire, c'est le levier le plus injuste qui soit. Donc, ces personnes vont cotiser pour les plus riches qui vont passer plus de temps à la retraite. Et je pense qu'on voulait le dire, et ce qu'on aime bien se dire à Attaque et chez les Rosy et dans une partie du mouvement féministe, c'est que vraiment, le féminisme sans lutte des classes, c'est du développement personnel. Voilà. Et les Rosy, c'est pas du développement personnel, c'est vraiment une manière d'occuper l'espace et de faire corps avec d'autres femmes et voilà, et d'être là solidaire des autres luttes et des autres femmes et entre nous. Voilà, et je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé trop. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Et ça fait écho finalement à ce qu'a dit Marie-Charlotte sur ne pas reprendre les codes des masculins et les codes en fait de leur monde aussi. Et c'est aussi une façon. Il y avait eu un numéro, je crois, de la déferlante sur l'humour et le féminisme, mais ça pourrait être aussi la joie, l'humour et le féminisme et comment on change le monde
de cette façon-là. En tout cas, merci pour ces explications. Je crois qu'on a quelques questions. Alors, la première, c'est quand est-ce qu'on renverse le patriarcat? Je ne sais pas. J'ai dit ce soir. Mais, Ce soir, ouais. Alors, beaucoup de femmes ont des métiers pénibles sans être reconnues comme telles. Les sociétés d'entretien des bureaux offrent des postes avec plusieurs lieux de travail, des horaires très tôt et très tard. Que prévoit la réforme sur ce type d'emploi pénible touchant essentiellement les femmes? Je crois que c'est plutôt Tiziri qui a passé quelques semaines sur la réforme. Est-ce que tu peux. Enfin, on parle bien de la question de ce que prévoit la loi sur la question de la pénibilité? Oui, sur les emplois pénibles et notamment les femmes qui ont des horaires plutôt hachés dans plusieurs endroits. Donc, je pense que c'est plutôt les femmes d'entretien. Ouais, alors comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, il y a la suppression des. Enfin, Macron a supprimé en 2018 4 facteurs de pénibilité. Alors, contrairement à tous, enfin, à ce qu'on peut attendre un peu en toute logique, bah, en fait, bah, non, il n'y a pas de rétablissement des facteurs de pénibilité supprimés. Voilà. Ce que le gouvernement prévoit dans le texte de loi, en tout cas avant qu'il arrive au Sénat, j'avoue que j'ai pas trop suivi depuis. C'est une visite médicale. Une fois la personne a une visite médicale obligatoire. Ah, on aura du suspense. À la médecine du travail, une visite médicale donc à la médecine du travail obligatoire à partir de 61 ans. C'est pas une blague. À partir de 61 ans. Oui, en fait, pour toute personne de 61 ans, il me semble, ouais, en tout cas 60 ans et plus, la visite médicale est obligatoire. Voilà. Mais non, pas de rétablissement des facteurs de pénibilité. Alors en fait, ils disent qu'ils mettent toujours en place, entre guillemets, plus ou moins des mesures pour prendre en compte mieux, entre guillemets, la question de la pénibilité, mais honnêtement, de manière très concrète, il n'y a rien de prévu. Et puis dans la mesure où comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même, enfin, il est quand même prévu de supprimer les régimes spéciaux. En fait, concrètement, il n'y a rien de prévu, il n'y a aucun régime de pénibilité spécial de prévu pour les salariés du privé. Hein. Ça, c'est une certitude. Donc concrètement, on peut dire que circuler. Ça n'a rien à voir. C'est terrible. Il y a une question de Frédéric sur comment accélérer la démonstration, qui est une autre manière de gouverner, c'est-à-dire la collaboration, la concertation et les débats sereins et positifs. Ouais, moi je veux bien répondre à ça. Je pense que c'est vraiment important cette question parce que je trouve que dans nos luttes féministes, il y a autant la façon de faire que en fait le fond de ce qu'on fait, mais finalement la forme et la façon dont on le fait, c'est aussi essentiel. Et je pense que chez ELV, on prône beaucoup, par exemple, le fait d'avoir des co-secrétariats, la co-responsabilité. Et je pense que c'est important pour parfois se partager les choses aussi, mais avoir deux avis sur les choses et essayer d'arriver plus facilement, enfin, essayer d'arriver à des consensus. Après, une autre chose que je voudrais dire, c'est que je pense il y a toutes ces normes de genre qui font que on considère que parfois le prendre des décisions de façon pragmatique, scientifique, enfin cette certaine vision du pragmatisme, c'est forcément la bonne façon de faire, et que d'avoir recours finalement à ses émotions, ce serait une mauvaise façon d'être guidé, alors qu'en fait c'est aussi une façon très juste d'être guidé. Et il y a d'ailleurs un chapitre là-dessus dans Par-delà l'Androcène, qui est un livre que je vous conseille, de Sandrine Rousseau, Sandrine Roudot et Adélaïde Bon. Il y a tout un chapitre sur la sensibilité et en fait, le pouvoir et le leadership qui finalement se laisse aussi guider par les émotions comme un bon indicateur.
Et on l'a vu d'ailleurs, je pense, dans la gestion de la crise du Covid, que les femmes, alors c'est pas pour essentialiser de dire les femmes, mais on a plus été conditionnées dans le care, dans l'empathie, etc. Et on a vu que certaines leaders politiques comme Jacinda Ardern, par exemple, en Nouvelle-Zélande, ont laissé beaucoup plus de place au doute, à la certitude, de communiquer de façon plus honnête et aussi avec plus d'empathie finalement. Et que cette gestion de crise-là a aussi apporté finalement des meilleurs résultats. Donc, je pense que c'est vraiment important de réfléchir à comment est-ce qu'on fait les choses, comment on se concerte et comment on réussit à ramener aussi nos émotions, du sensible, etc. dans tout ça, dans la façon de décider et de faire. C'est beaucoup. Alors, il y a une réflexion qui n'est pas vraiment une question, mais peut-être que certaines d'entre vous peuvent répondre. C'est comment on mobilise des personnes, alors là, c'est les femmes de ménage notamment, mais comment on touche des personnes qui peuvent être parfois éloignées de la politique ou qui ont des vies telles que, enfin, il y a aussi la charge mentale, les enfants, la pénibilité du travail. Comment on fait en tant que parti, en tant que mouvement, en tant qu'asso, pour mobiliser ces femmes? Déjà, je pense qu'il faut peut-être qu'on les inclue aussi, que nos partis soient plus représentatifs de la société. Je pense que ça, c'est important, mais je ne sais pas si Thierry, tu as d'autres choses à dire là-dessus. Ouais, en fait, moi, quand j'avais rejoint le... Ah, vas-y, ouais. Je sais pas ce qu'il a, mon ordinateur, il bug. Donc, je disais en fait que une des premières choses qu'on avait faites au syndicat CGT-HPE, c'est un peu bête, mais c'est juste d'abord d'écouter les gens. Parce que je pense que les gens, quand ils sont en difficulté, ils essayent en tout cas d'aller un peu à la recherche de solutions, d'aide, de soutien. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, la première chose à faire, c'est déjà d'écouter les gens et de les laisser parler. Parce que c'est un des meilleurs moyens aussi pour donner confiance aux gens en eux-mêmes, que de les écouter et de leur montrer que leur parole est importante et leur parole mérite d'être écoutée. Parce que je pense que, si on écoute d'ailleurs un peu la population de manière générale, ce qui revient assez régulièrement, c'est que les politiques n'écoutent pas assez, ne veulent pas entendre, on crie, il y a une colère qui n'est pas écoutée. Et donc, je pense que le fait même d'écouter les gens, d'écouter leurs préoccupations, etc., c'est déjà voilà, leur donner une importance, leur donner effectivement une certaine valorisation de leurs paroles, etc. Et c'est aussi une manière après, en fait, pour le politique d'inclure le réel, en fait. Que finalement, plutôt que de se placer comme une espèce de Superman ou de Wonder Woman qui va montrer le chemin à tout le monde, on fait un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que on se place plutôt du côté de l'écoute, du côté justement de celui ou de celle qui va prendre ses armes justement sur le terrain et qui va justement les porter. Là, une fois de plus, c'est reparler justement du combat de Rachel Keke. Si effectivement Rachel a autant d'aura, etc., c'est d'abord effectivement parce qu'elle fait partie de cette classe, elle incarne une résistance, elle incarne une lutte par ailleurs victorieuse, mais je pense qu'il y a aussi ce côté, voilà, elle est là, elle nous connaît, elle vient de chez nous, entre guillemets, et en fait, elle va porter notre parole qu'elle connaît et qu'elle écoute. Et donc voilà, moi, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Pour moi, la parole, elle est vraiment très importante. Et juste 2 mots sur la question qui a été posée tout à l'heure. Moi, je te rejoins complètement, Marine, en fait, sur ce que tu as dit, et j'ajouterais simplement que, et c'est d'ailleurs, voilà, pour rendre encore un hommage à notre belle lutte à l'hôtel Ibis des Batignolles, c'est qu'on
enfin, plutôt que de faire la politique, entre guillemets, à la manière des hommes, en tout cas dans une espèce de concurrence avec un certain nombre de codes masculinistes, je pense que c'est important aussi de valoriser de reprendre justement les codes par lesquels on a été socialisé en tant que femme et d'en faire une force et de les utiliser en fait aussi pour nous et pour nous renforcer. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire à l'hôtel Ibis. On n'a pas brûlé des pneus, on n'en avait pas. On n'avait pas, comment dire, voilà, enfin, on criait pas sur des palettes. En fait, on avait des chants, des boubous, de la musique, on dansait sur les piquets de grève. C'était très joyeux, c'était très festif. Enfin, certains rigolaient d'ailleurs au début en disant, mais enfin, vous êtes en grève et vous faites la fête. Oui, en fait, on a fait la fête, on s'est amusé parce que la lutte, c'est aussi un moment d'émancipation, de fête, de joie d'être ensemble. Et je pense que c'est des moments très importants qu'il faut aussi qu'on sache valoriser. Et oui, en fait, on peut chanter et danser en tant que femme et fuck, quoi. Merci. Il y a une dernière question. De quelles mesures dispose-t-on pour limiter les accidents de travail plus élevés pour les femmes dans les secteurs pénibles, comme l'a mentionné Thierry? Je pense qu'il faut qu'on y mette les moyens. C'est vrai qu'en France, on est l'un des pires pays d'Europe en ce qui concerne les accidents au travail, enfin, ce qui est quand même un des pires pays de l'Union européenne. Donc, je pense qu'il faut qu'on mette les moyens dans la prévention et la répression à ce niveau-là. Enfin, il faut qu'on mette les moyens pour essayer de former, de donner des moyens aux employeurs pour s'assurer que les employés travaillent dans des meilleures conditions. Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des contrôles pour s'assurer que là où ça se passe mal, en fait, il y ait des sanctions. Mais donc ça demande un investissement, à mon avis, sur ces deux volets-là pour y répondre, en fait. Là-dessus, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'on est aussi revenu en arrière, parce qu'en 2017, non, dès la loi travail et puis les ordonnances Macron en 2017 ont supprimé des instances telles que les CHSCT qui étaient prévues justement pour s'occuper de la santé et des risques au travail et dont on ne dispose plus. Donc, maintenant, il y a toujours des instances, mais qui du coup ont été regroupées. Et donc, pour les syndicats qui siègent dans ces instances, c'est nécessairement moins de temps et moins de capacité pour suivre tout ça. Donc oui, on peut penser à ce qu'on va faire de mieux, mais ça aurait été bien de ne pas casser un certain nombre de droits déjà. Claire. On est dans le temps. Tu voulais ajouter quelque chose, Thierry, peut-être? Enfin, moi, je rejoins complètement les deux intervenantes. J'ajouterais peut-être simplement qu'il faut renforcer aussi le corps de l'inspection du travail qui, malheureusement, en fait, est de plus en plus affaibli, ce qui rend quand même extrêmement difficile les moyens de contrôle, quoi. En tout cas, je vous remercie pour cette soirée riche. C'était passionnant. Il y aura un enregistrement pour ceux et celles qui veulent. On pourra le partager. C'était vraiment chouette. Normalement, je pense que le 11 mars, il y a une marche. J'ai cru voir passer ça, que l'intersyndical le prévoyait les 11 et 15 mars. On sera dans la rue pour lutter contre cette réforme totalement injuste. Et surtout, on continue toute l'année le combat pour les droits des femmes et pour l'égalité, enfin. Merci à vous toutes et tous. Merci Merci beaucoup. à vous. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Merci.